peut rester perplexe et interdit au sortir du visionnage d'une œuvre aussi énigmatique, ardue et équivoque que Théorème de Pier Paolo Pasolini. Autant dérouté par la pesanteur de son silence, le mutisme et l'inexpressibilité de ses personnages que par l'audace de son montage et de sa mise en scène aux accents expérimentaux, parfois surréalistes, ou encore par la froideur implacable de la musique atonale d'Ennio Morricone. Théorème est une expérience cinématographique et sensorielle des plus singulières du cinéma de son auteur. Peut-être même s'agit-il du film le plus troublant, le plus déstabilisant et le plus difficile de sa filmographie, tant Pasolini y concentre une complexité formelle et poétique déconcertante dont il n'est pas aisé de cerner dès l'abord toute la profondeur et la richesse. Parabolique, mystique, politique, voire métaphysique, Théorème ne saurait être réduit à une seule et unique interprétation et invite son spectateur à la réflexion. En ce sens, le film de Pasolini pourrait être rapproché de ce que l'écrivain et intellectuel italien Umberto Eco qualifiait d'œuvre ouverte dans son fondamental essai éponyme de 1962. Le théorème mystérieux et de nature problématique qui donne son titre au film est le suivant. Dans une demeure de la haute bourgeoisie milanaise, le destin d'une famille catholique bien pensante est soudainement bouleversé par l'arrivée inopinée d'un jeune homme mystérieux et séduisant. Personnage aux dimensions christiques, voire divines, il est une incarnation du sacré sur terre, une hiérophanie qui, par un ineffable magnétisme, fascine et envoûte tous les membres de la famille, y compris la bonne, au point d'entretenir avec chacun une relation spirituelle et sexuelle révélatrice. L'annonce de son départ, quelques jours plus tard, produit l'effet d'une onde de choc, amorce de la dissolution radicale de la famille, soudainement confrontée à l'insondable vacuité de son existence. Né d'un projet de pièce de théâtre, Théorème est conçu par son auteur comme une œuvre d'art hybride, à la fois cinématographique et littéraire. Simultanément à l'écriture de son scénario, Pasolini compose un roman prosimètre qu'il publie au moment où débute le tournage du film. Théorème livre est né, comme sur un fond or, peint de la main droite, alors que de la main gauche, je travaillais à la fresque d'un grand mur, le film homonyme. Dans cette nature amphibologique, je ne saurais dire sincèrement laquelle l'emporte, l'œuvre littéraire ou cinématographique. À cette interrogation, on serait tenté de répondre au poète aucune des deux, car dans ce processus créatif qui mêle plus que jamais littérature et cinéma, le cinéaste donne naissance à deux œuvres indépendantes mais complémentaires, intrinsèquement liées par un même substrat de base, une trame narrative simple à laquelle il parvient à donner une amplitude esthétique et artistique sidérante. Personnalité unique et engagée, homosexuel athée et marxiste convaincu, l'inclassable Pier Paolo Pasolini, pour la première fois de sa filmographie, fait de la société bourgeoise son objet d'analyse. Après s'être intéressé au sous-prolétariat des banlieues populaires de la ville de Rome, dans ses premiers films, Acatone et Mamma Roma, le cinéaste poète, dans son remarquable Théorème, jette un regard lucide et impitoyable sur cette bourgeoisie qu'il exècre, la questionne, la critique et la met à nu. Démarche qu'il poursuivra par la suite, en 1969, dans le trop souvent et injustement oublié Porcherie, puis dans son ultime réalisation de 1975,
Le terrible et redouté Salaud ou les 120 journées de Sodome, adaptation de l'œuvre du marquis de Sade qu'il transplante en 1944 dans la République nazie-fasciste de Salaud. Réalisé en 1968, à un moment crucial de l'histoire de l'Italie, Théorème s'impose comme un film charnière dans l'œuvre cinématographique de son auteur. Plus exigeant, hermétique et abstrait que les précédentes réalisations, ce film constitue en quelque sorte une première amorce de ce que sera plus tard l'affrontement de Pasolini contre le monde moderne. Monde dont il n'aura de cesse de dénoncer l'industrialisation croissante, l'envahissement de la télévision dans le quotidien des individus, l'homologation, l'anéantissement des différentes cultures populaires, paysannes et sous-prolétaires par la généralisation et la standardisation du mode de vie hédoniste petit bourgeois. Témoin alerté de cette insoutenable montée en puissance du néo-capitalisme en Italie, Pasolini parlera de la société de consommation comme d'un nouveau fascisme, à ses yeux plus sournois, efficace et dangereux encore que le fascisme de Mussolini, car plus apte à s'enraciner dans les modes de vie des êtres humains pour les transformer de l'intérieur. Contre le cataclysme anthropologique de l'acculturation italienne, Pasolini défend avec ardeur et courage les cultures populaires qu'il aime et qu'il voit se déliter sous ses yeux. Cette passion pour les cultures traditionnelles se retrouve dans l'attirance et la fascination que le poète développe dès le début des années 60 pour les pays du tiers-monde épargnés par l'ombre uniformisatrice du néo-capitalisme occidental. Amoureux de musique populaire et sensible au domaine de l'anthropologie et de l'ethnomusicologie, Pasolini, tout comme son homologue Federico Fellini dans son remarquable Satyricon, sera l'un des premiers cinéastes à recourir à des enregistrements de musiques ethniques dans son cinéma. Son adaptation aux résonances autobiographiques du mythe d'Œdipe, ainsi que sa Médée avec la cantatrice Maria Callas dans le rôle titre, en sont profondément imprégnés. Dans une Italie en pleine mutation, Pier Paolo Pasolini nage à contre-courant, énonce ses idées avec véhémence et courage sans jamais craindre de se faire des ennemis. Sa liberté et sa sincérité artistique lui vaudront plus d'une fois le titre de créateur à scandale. Théorème, notamment en raison de sa charge érotique sous-jacente, n'y échappera pas. Projeté contre la volonté de son auteur à la Mostra de Venise en septembre 1968, le film suscite les émotions les plus vives et les plus diverses auprès du public. Mais le véritable scandale explose au moment où le jury du festival, présidé par le père jésuite Marc Gervais, le récompense du prix de l'Office catholique international du cinéma. Le Vatican fait alors publier dans son journal officiel, l'Osservatore Romano, un article virulent qui accuse le film de Pasolini d'obscénité et interdit formellement aux fidèles d'aller le voir en salle. On en vient même à réclamer la saisie ainsi que la destruction des négatifs de l'œuvre et à attenter un procès contre le réalisateur qui sera finalement acquitté. Pourtant, Pasolini n'a jamais cherché, ni avec ce film, ni avec aucun autre de sa carrière, à faire de la provocation gratuite et puérile ou à susciter le scandale facile et insipide. En 1975, lors d'un entretien donné juste avant sa mort, le cinéaste affirme que scandaliser est un droit, qu'être scandalisé est un plaisir et que le refus catégorique et systématique d'être scandalisé dénote une attitude moraliste. Il n'y a rien de gratuit dans le cinéma de Pasolini. S'il perturbe et choque son spectateur par ses mises en scène audacieuses, parfois crues, extrêmes et radicales, c'est avant tout pour l'amener à se poser des questions et éveiller sa réflexion. Et en cela, la musique,
élément fondamental de sa langue cinématographique, y participe avec sens et profondeur. Eh bien, je vais te confier, avant de te quitter, que je voudrais écrire de la musique. Vivre avec des instruments dans la tour de Viterbe que je n'arrive pas à acheter, dans le plus beau paysage du monde, où l'Arioste aurait été fou de joie de voir recréer, avec tant d'innocence de chênes, de collines, d'eau et de vallons. Et là, composer de la musique. La seule action expressive peut être aussi noble et indéfinissable que les actions de la réalité. Ces vers poétiques, tirés de Poeta delle Ceneri de Pasolini, résonnent telle une déclaration d'amour de l'auteur à la musique et à son ineffable mystère. Si Pasolini a suivi quelques leçons de violon durant sa jeunesse, il n'a pas conservé de pratique instrumentale soutenue durant sa vie d'écrivain et de cinéaste, et ne possédait pas une connaissance approfondie du répertoire. Mais sa fascination pour la musique n'a fait que s'intensifier au fil des années et au gré de ses rencontres. À ses yeux, la musique possède même une aura absolue qui la rapproche de la réalité et du sacré, éléments fondamentaux de son œuvre artistique. Rien d'étonnant dès lors à ce qu'il lui accorde une place de première importance dans ses réalisations. Chose d'ailleurs rare pour un metteur en scène, dès la rédaction de ses scénarios, Pasolini fixe des indications et des descriptions musicales ou sonores très précises. En d'autres termes, la musique et les sons sont en partie déjà fixés dans l'esprit du créateur en amont du tournage d'un film. Pasolini dit être fasciné par la capacité de la musique à opérer sur les images d'un film cette transformation mystérieuse et insaisissable qui fait toute la magie de la musique au cinéma. Si la musique d'un film possède un pouvoir immersif, structurel et émotionnel incontestable, l'auteur y décèle également une dimension didactique. Pour Pasolini, la musique au cinéma est capable d'aller bien au-delà de la simple expression des sentiments ou du suivi linéaire d'un récit. Elle peut aussi agréger, avec une clarté nouvelle, profonde par essence, le propos et le sens d'une démarche artistique. Et c'est dans cette optique qu'il faut interroger l'usage de la musique dans l'œuvre du cinéaste. Dans le panorama de la musique au cinéma, Pasolini se distingue par son utilisation privilégiée et audacieuse de la musique préexistante, en grande partie tirée du répertoire classique. Ses choix se tournent plus particulièrement vers l'œuvre de Jean-Sébastien Bach et de Wolfgang Amadeus Mozart, ses compositeurs de prédilection. Pour autant, le poète n'hésite pas à recourir également à d'autres musiques dans ses réalisations, comme le free jazz et le jazz américain, les chansons de variété, la musique sérielle, les danses de cha-cha-cha, la musique populaire ou encore les twists de rock endiablés qui ont la capacité d'enflammer ces plateaux de tournage. Il fait aussi parfois appel à des compositeurs spécifiques pour mettre en musique ses films, comme Carlo Rusticelli, Luis Bacalov, Benedetto Giglia et surtout Ennio Morricone, qui demeurera à ce titre son collaborateur privilégié. En somme, chez Pasolini, la musique se veut comme un véritable lieu de rencontre où se côtoient des genres très différents, originaux ou préexistants, classiques ou populaires, occidentaux ou extra-occidentaux.
En approfondissant sa réflexion sur la place du musical dans ses œuvres, le cinéaste en vient même parfois à dissoudre la notion de musique de film au profit de celle de paysage sonore. C'est par exemple le cas dans Médée, qui repose exclusivement sur l'utilisation de musiques traditionnelles iraniennes, bulgares, japonaises et tibétaines, puis plus tard dans le Décaméron et les Contes de Canterbury, pour lesquels Ennio Morricone ne compose pas de partition originale, mais adapte un florilège de musiques préexistantes sélectionnées par Pasolini. Pour choisir la musique de ses films, le poète suit souvent les conseils de son amie écrivaine et essayiste Elsa Morente, première épouse d'Alberto Moravia et mélomane avertie. Sorte de consultante musicale, Morente fait découvrir au cinéaste des répertoires qu'il ne connaît pas et l'encourage à donner naissance à des bandes sonores éclectiques. Pasolini, en cherchant à opérer un contrôle total sur la bande sonore de ses films, s'impose en quelque sorte comme auteur de la musique, ce qui le rapproche d'autres cinéastes de son temps, tels Robert Bresson, Luchino Visconti ou encore Stanley Kubrick, qui ont eux aussi fait un usage particulièrement marquant de la musique classique dans leur œuvre. Les citations de musique préexistantes au cinéma sont aussi à envisager comme des références intertextuelles venant enrichir l'œuvre d'un metteur en scène de nouvelles clés de lecture. Car les musiques du répertoire racontent en elles-mêmes déjà quelque chose. Elles disposent de leur propre histoire, de leur propre contexte de création et de réception. Cette intertextualité musicale est particulièrement présente dans Théorème, où Pasolini utilise, à côté des compositions originales d'Ennio Morricone, le Requiem de Mozart, ainsi qu'une composition de jazz américain du trompettiste Ted Curson. Ces citations musicales entrent en résonance avec les autres intertextes présents dans le film. Pasolini y cite explicitement la Bible et la mort d'Ivan Ilitch de Léon Tolstoï, fait référence à l'œuvre d'Arthur Rimbaud et aux peintures de Francis Bacon, ou encore fait de subtiles allusions à la Lolita de Vladimir Nabokov et aux peintures de Balthus par le biais du personnage d'Odette, adolescente de 14 ans en proie à ses premiers désirs et fantasmes sexuels. Avec Théorème, Pasolini épure de manière radicale ses dialogues au point de les réduire à une quinzaine de minutes sur l'ensemble du film. Il donne ainsi le primat à la musique et au son. À nouveau conseillé par Elsa Morente, Pasolini choisit de recourir dans le film à plusieurs extraits du Requiem de Mozart, œuvre abondamment citée au cinéma pour évoquer la mort, la fatalité ou encore l'idée de la décadence. Inspiré par ce qu'il nommait la légèreté mortuaire de la musique de Mozart, le cinéaste se sert non seulement du Requiem pour instaurer une atmosphère palpable de deuil, mais aussi pour agréger la métaphore sous-jacente de la chute de la bourgeoisie. Si le cinéaste ne montre pas explicitement la mort de ses personnages dans le film, l'œuvre de Mozart, omniprésente, la suggère symboliquement au spectateur. Mais Pasolini est également intéressé par l'aura sacrée et religieuse dont est imprégné le Requiem. Cette aura sacrée entre en résonance directe avec la dimension mystique qui entoure le récit, plus particulièrement le personnage de l'ange révélateur destructeur que campe l'acteur anglais Terence Stamp. On décèle dans Théorème toute l'audace de Pasolini dans ses associations de la musique à l'image. C'est particulièrement le cas lorsqu'il se sert du Requiem pour souligner la dépravation sexuelle du personnage de Lucia,
la mère de famille qu'interprète la grande actrice Silvana Mangano. La légèreté mortuaire de l'œuvre de Mozart permet ici à Pasolini d'agréger deux idées fondamentales de son propos cinématographique. En même temps que la musique appuie la dimension funèbre du film, elle met en lumière ce que la sexualité, longtemps et hypocritement refoulée par la société bourgeoise bien pensante, a de sacré. En somme, Théorème, par la présence du requiem de Mozart, conjugue Eros et Thanatos, l'amour et la mort, motif récurrent de l'œuvre de l'auteur. De cette association musicale puissante et même osée pour l'époque, Pasolini tire un résultat esthétique remarquable qui sacralise la sexualité en même temps qu'elle lui apporte une aura quasi mystique. Dès Acatone, le cinéaste avait associé, dans un même élan d'audace et de sincérité, le cœur final de la passion selon saint Matthieu de Bach au sous-prolétariat des borgate marginales de la ville de Rome. Ce mariage brutal entre musique de répertoire sacré et milieu populaire amoureux avait d'ailleurs suscité de vives réactions de la part du public et de la critique, plus particulièrement lors de la scène de Rix au milieu du film. Mais en réalité, derrière son aspect tragique épique, la musique de Bach avait permis à Pasolini d'exprimer tout ce que la dégradation humaine pouvait avoir de sacré et de religieux au sens général du terme. En somme, par l'usage de la musique sacrée, le poète parvient à élever les éléments considérés comme profanes de l'existence humaine et à renforcer l'amplitude christique des personnages auxquels il donne vie dans ses œuvres. Sans en avertir Ennio Morricone, qui se retrouvera devant le fait accompli au moment de la sortie du film en salle, Pasolini utilise également dans Théorème une composition de jazz américain du trompettiste Ted Curson. Tears for Dolphy, ballade élégiaque et dépouillée, composée en 1964 à la mémoire d'Eric Dolphy, l'un des plus éminents pionniers du free jazz alors récemment disparu. Dans son Théorème, Pasolini semble rattacher la composition de Ted Curson au personnage d'Emilia, la domestique d'origine paysanne interprétée par la comédienne et chanteuse Laura Betti, grande amie du poète. De par son statut de sous-prolétaire, Emilia, femme marginale, voire hystérique, est le seul personnage du film à être touché par une mystérieuse grâce divine. Si, à première vue, l'association entre musique afro-américaine et sous-prolétariat italien peut interroger le spectateur, elle est en réalité loin d'être anodine. Sa signification est peut-être à chercher du côté des racines mêmes de la musique de jazz. Né au début du XXe siècle dans les communautés afro-américaines de la Nouvelle-Orléans, le jazz, héritier du blues, du ragtime ou encore du negro spiritual, transporte toute l'essence de la culture de ces minorités, alors victimes d'une violente ségrégation raciale. De ce fait, le jazz est aussi synonyme de révolte et de libération face à l'oppression. Pasolini perçoit dans la musique de jazz une musique authentique, dans le sens où elle est une expression artistique directe d'une communauté populaire, riche de traditions culturelles fortement ancrées. En somme, cette analogie musicale entre culture afro-américaine et paysannerie italienne permet au cinéaste de souligner l'authenticité de ces sociétés non encore corrompues, bien que menacées par la société de consommation,
de souligner l'authenticité de leurs valeurs, de leur culture et de leur mode de vie profondément habité par le sens du sacré. La musique de Curson résonne dans le film à la manière d'une élégie funèbre, mélancolique et lancinante, en hommage à ce monde paysan en train de disparaître. Et on pourrait même déceler un parallèle symbolique entre les larmes dont il est question dans le titre de la composition musicale elle-même et les larmes que verse Emilia dans cette scène perturbante et crépusculaire à la fin du film, où l'ancienne domestique, devenue une mystique convaincue, décide de se faire enterrer vivante au beau milieu d'un chantier de construction. Non aver paura, non sono venuta qui per morire, ma per piangere. E le mie non sono lacrime di dolore, no, saranno una sorgente che non sarà una sorgente di dolore. Va via adesso, va. Ainsi, la musique de jazz de Ted Curson acquiert davantage de relief parce qu'elle se rattache d'une part à une culture musicale associée ici au monde paysan et parce que d'autre part, elle annonce avec mélancolie sa probable extinction. Et en cela, elle se situe à l'opposé de la symbolique qui régit la partition originale composée par Ennio Morricone. Tandem trop peu estimé et trop souvent oublié de l'histoire de la musique au cinéma, la collaboration entre Ennio Morricone et Pier Paolo Pasolini mérite d'être remise en lumière tant elle fut fructueuse, riche et variée. S'ils ne sont jamais devenus amis, la relation qu'ont entretenue les deux hommes a reposé sur une entente profonde, un respect et une admiration mutuelle. Débuté en 1965 autour du film Des oiseaux petits et gros, leur collaboration se poursuit avec La Terre vue de la Lune, épisode haut en couleur tiré du film à sketch Les Sorcières. Théorème, la pièce de théâtre Orgie, Note pour un film sur l'Inde, la trilogie de la vie que composent le Décaméron, les Contes de Canterbury et les 1001 nuits, avant de se terminer avec Salo ou les 120 journées de Sodome. De son côté, Morricone sollicite à plusieurs reprises Pasolini pour lui demander d'écrire des textes qu'il souhaite mettre en musique. Ces textes donneront naissance aux œuvres de concert Caput Coctu Show pour octuor et baryton et Treschio Peri pour 36 voix d'enfants et grosses caisses. Le poète prêtera même la douceur de sa voix à la musique du compositeur en 1970 pour l'enregistrement de l'œuvre Méditation orale, pour laquelle il endosse le rôle du récitant. Dietro al quadraro i prati erano deserti. Brutalement interrompu par la mort tragique et violente du cinéaste en novembre 1975, le tandem Morricone-Pasolini donne lieu à des trouvailles et à des expérimentations originales et inventives, particulièrement en ce qui concerne les relations entre musique et image. Pour autant, leur travail a aussi été source de frustration pour le compositeur. Le cinéaste ne pouvant s'empêcher de faire appel à des musiques préexistantes, la part compositionnelle du maestro s'est trouvée, à la seule exception des 1001 nuits, extrêmement limitée, voire quasi inexistante dans les derniers films.
son travail étant confiné à la réalisation d'arrangements et d'adaptations de musique du répertoire, on peut lire dans les génériques du Décaméron, des contes de Canterbury et de Salo, musique de l'auteur avec la collaboration d'Ennio Morricone ou encore avec la consultation musicale d'Ennio Morricone. Cependant, toute sa vie, le compositeur gardera de Pasolini le souvenir ému d'un homme d'une rare délicatesse, poli et respectueux. On voit déjà combien ces deux personnalités éminentes du monde de l'art se sont apportées mutuellement, chacun tirant pleinement parti du talent de l'autre. Compositeur de musique contemporaine reconnu et admiré, ancien élève de Goffredo Petrassi à l'Académie Sainte-Cécile de Rome et membre actif du Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, premier collectif réunissant plusieurs compositeurs improvisateurs savants de l'histoire de la musique, Ennio Morricone était le compositeur désigné pour Pasolini, qui souhaitait précisément recourir dans son théorème à une musique dodécaphonique et dissonante. Ainsi, Morricone donne naissance à une musique purement atonale, abstraite, dépourvue de lignes mélodiques directrices et construite sur un assemblage complexe de divers fragments musicaux d'une orchestration remarquable. Avec Théorème, le maestro se place dans le droit héritage des trois grands maîtres de la seconde école de Vienne, Arnold Schoenberg, Alban Berg et Anton Webern, précurseurs de la musique du XXe siècle et investigateurs de l'atonalité et des nouvelles méthodes de composition sur 12 sons. Dans sa partition, Morricone recourt à différents procédés compositionnels complexes hérités du dodécaphonisme et du sérialisme. C'est par exemple le cas dans ce court fragment musical élégant et raffiné où le maestro met en œuvre un sérialisme rigoureux distillé dans l'ensemble du pupitre des cordes, proche de celui d'Anton Webern par ses intervalles hyper disjoints, ses rythmes brefs et saccadés, ainsi que sa forme miniature. Saluons la perfection technique, formelle et architecturale déployée par Morricone dans ce court fragment musical qui reflète à lui seul l'étendue de la complexité et de la minutie compositionnelle de la partition de Théorème. Plus loin dans sa musique, le compositeur, à la demande de Pasolini, insère même une citation quasi inaudible du Requiem de Mozart à la clarinette, créant ainsi une sorte de pont avec l'œuvre du compositeur viennois. La partition atonale de Théorème s'apparente davantage à une œuvre tirée du répertoire moderne qu'à une musique de film plus classique dans sa manufacture. C'est là aussi toute sa force et son originalité. D'un point de vue formel et fonctionnel, la musique de Morricone, purement extradiégétique, reste détachée des images et de l'action. Ne cherche pas à retranscrire ou à renforcer les émotions des personnages, ni à souligner un rythme dans le montage du film.
c'est sur le sens même de l'œuvre que la musique agit. Il est intéressant de se demander pourquoi Pasolini, qui n'aimait pas les avant-gardes et disait détester la musique expérimentale et la peinture abstraite, choisit de recourir dans son film à la musique contemporaine. En réalité, ce choix, loin d'être arbitraire, répond à une volonté artistique profonde du cinéaste qui cherche volontairement à mettre son spectateur dans une position d'inconfort, pour lui faire éprouver une pesante sensation de vide. Il est possible que Pasolini ait été inspiré par le résultat esthétique remarquable que Michelangelo Antonioni avait tiré de l'utilisation de la musique contemporaine dans des films comme L'Éclipse en 1962 et Le Désert Rouge en 1964. La musique contemporaine, atonale dans le premier et expérimentale dans le second, exprimait le trouble, la névrose et le mal-être de l'homme moderne, égaré dans un monde inquiétant, vide et oppressant. Dans un état d'esprit similaire, la musique de Morricone agit dans Théorème comme une main froide qui se pose sur l'épaule du spectateur. La dissonance crée la tension et le malaise, confronte l'auditeur à l'abstraction, à l'inconnu, à l'altérité. Pasolini joue donc sur la réception même de la musique par le spectateur pour renforcer son propos et sa démarche. La sensation de malaise que communique la musique n'est autre que l'expression directe de l'aliénation de la famille bourgeoise, l'expression de la crise existentielle à laquelle il se retrouve soudainement confronté. Pasolini utilise notamment la musique atonale pour dépeindre la marginalité artistique grandissante dans laquelle se complaît le personnage de Pietro, artiste raté et impuissant qui, en cherchant à révolutionner la peinture et ses techniques de réalisation, se perd dans une théâtralisation exhibitionniste de sa création, au point d'en venir à uriner sur ses propres toiles. À travers ce tableau fictif, qui pourrait porter le nom de piste d'artiste, Pasolini semble faire allusion à la provocante réalisation de 1961 de l'italien Piero Manzoni, Merde d'artiste. Cette œuvre iconoclaste, composée de 90 boîtes de conserve hermétiquement fermées contenant chacune les excréments du créateur, s'inscrit dans la droite continuité des productions ready-made qu'avait insufflé Marcel Duchamp au début du XXe siècle, notamment avec sa célèbre fontaine. La fascination quasi obsessionnelle que développe Pietro pour la peinture bleue n'est quant à elle pas sans évoquer le travail réalisé par le français Yves Klein sur cette couleur dans les années 60. Citons, à titre d'exemple, ces très poétiques anthropométries de l'époque bleue, réalisées à partir de performances de femmes nues peintes en bleu se roulant sur une toile, et surtout ces monochromes de couleurs. On le voit, dans son intransigeante critique du monde moderne, Pasolini n'épargne nullement les avant-gardes artistiques, futilement provocantes, faussement révolutionnaires. Si le cinéaste réfute la notion de table rase dans l'art, c'est aussi parce qu'elle constitue, à ses yeux, une sorte de nouveau conformisme artistique qui a trop vite fait de se libérer de l'héritage des maîtres du passé. Mais il serait faux,
à l'inverse, de voir en Pasolini l'image d'un artiste conservateur, voire nostalgique par rapport à la tradition. Son œuvre, tant littéraire que cinématographique, en est la preuve irréfutable. L'œuvre de Pietro ne représente donc rien, rien sinon la projection du vide de son être intérieur. Ainsi, la force de Théorème consiste également dans le fait d'interroger le spectateur sur cette problématique ouverte et fondamentale: qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Mais la musique atonale est aussi pour Pasolini une manière d'exprimer l'inauthenticité qu'il décèle dans les valeurs et dans le mode de vie prôné par la société bourgeoise. Une société qui, loin de la réalité concrète et immanente de la vie, base son idéologie sur le bien-être, la volonté de pouvoir, la propriété et le consumérisme à outrance. Une société corrompue, voire décadente, qui a perdu toute valeur réelle et tout sens du sacré. Chez Pasolini, la musique atonale exprime cette horreur de la perte, voire de la disparition totale du sacré. Elle instaure un monde froid et terrifiant, où le bonheur et la joie semblent inexistants. Dès lors, ce n'est pas un hasard si le cinéaste demande à Morricone de réitérer le langage atonal dans son dantesque Salo ou les 120 journées de Sodome. Renommé Addio à Pier Paolo Pasolini par le compositeur en hommage au cinéaste après sa mort, cette composition dodécaphonique pour piano résonne dans l'un des passages les plus immondes et les plus désespérés situés à la fin du film. Dans le cercle final, le cercle du sang, cercle de l'enfer. En supplément de sa partition atonale, Morricone écrit également pour Théorème 3 autres compositions dans un style radicalement différent. Situé dans le versant plus populaire de sa création, le maestro embrasse ici des couleurs musicales héritées du rock qui rappellent par certains aspects le style des musiques qu'il écrivait pour les westerns spaghetti qui avaient participé à sa renommée dans le courant des années 60. Dans la célèbre et hispanisante Ultima Corrida, Morricone cite volontairement ou involontairement le thème d'un monument du cinéma italien, l'Avventura de Michelangelo Antonioni, composé par Giovanni Fusco. Les musiques rock de Théorème sont caractérisées par une teinte particulière dans leur utilisation. Leur résonance est toujours étrange, voilée, presque insipide. Si elle résonne parfois à l'écran, par l'intermédiaire d'un tourne-disque ou d'une radio qu'écoutent les personnages, la plupart du temps, il demeure difficile pour le spectateur d'identifier avec certitude la source de la musique. On peine à savoir si elle appartient ou non à l'action, s'il s'agit d'une musique d'écran, c'est-à-dire diégétique, ou s'il s'agit d'une musique de fosse, c'est-à-dire non diégétique. Pasolini joue ici sur le procédé particulièrement intéressant et parfois déstabilisant de l'indétermination diégétique de la musique. Procédé typique du cinéma de Federico Fellini,
l'indétermination diégétique apporte une couleur irréelle et onirique à la mise en scène d'un cinéaste. Et cette teinte irréelle, voire surréaliste, répond à l'atmosphère que veut instaurer Pasolini dans son théorème. En plus d'ancrer le récit dans un contexte historique précis, la fin des années 60, les musiques populaires héritées du rock incarnent cette idée d'une société en pleine mutation. De ce fait, leur présence dans le film interroge indirectement le spectateur sur la question des profonds changements de la société italienne et de l'américanisation de sa culture. Et de là, on peut légitimement se demander si, en plus de constituer une sorte d'incarnation musicale de la société de consommation, elle ne participe pas non plus à ce que Pasolini désignera plus tard par le terme implacable de génocide culturel des sociétés populaires italiennes. Dans son œuvre cinématographique, les musiques rock sont synonymes de légèreté, de joie, de bonheur et d'innocence, parfois excessive. On peut le constater dans la ricotta ou dans Des oiseaux petits écrous, où l'on voit un groupe de jeunes garçons danser sur des airs de twist semblables à ceux utilisés dans Théorème. On peut y voir une résonance de la Beatlemania, phénomène en vogue dans les années 60 qui désignait l'engouement des jeunes générations pour le groupe des Beatles. Résonance d'autant plus évidente que l'une des compositions de Morricone pour le film, Fruccio di Foglie Verdi, est interprétée par le Trio Junior, un groupe de jeunes Italiens qui rappelle par bien des aspects les Beatles et les Rolling Stones. Cette chanson, extrêmement discrète dans Théorème, sera réutilisée par Pasolini dans la séquence de la fleur de papier, court épisode du film à sketch La Contestation. Il est aussi intéressant de constater que ce type de musique est souvent associé à Ninetto d'Avolli, acteur fétiche et grand amour de la vie de Pasolini. Aux yeux de Pier Paolo, Ninetto est l'incarnation même de la légèreté, de la joie de vivre et de l'innocence. De nombreuses fois dans ses films, on voit Ninetto incarner un personnage hors du commun, presque hors du temps, toujours heureux, toujours souriant, toujours chancelant, toujours dansant. Et à ce titre, Théorème ne fait pas exception. Ninetto y campe le personnage d'Angelino, petit ange en français, sorte de messager de Dieu, annonciateur de l'arrivée, puis de la disparition du sacré chez la famille bourgeoise. Ces apparitions, hautes en couleurs, se font toujours au son des musiques de rock. Ces airs populaires, particulièrement présents dans la première partie du récit, c'est-à-dire au moment où le jeune et séduisant inconnu habite la demeure milanaise, apportent authenticité, joie et désir sexuel. Dans la seconde partie du film, après son départ, les chansons légères ne réapparaissent qu'à une seule reprise avant de disparaître complètement. L'unique résonance de la composition Ultima Corrida dépeint alors la solitude et l'ennui d'Odette. La musique laisse transparaître une sensation de vide, d'abandon et de mélancolie quasi opérienne. Pasolini fait ressentir ici l'effet de la disparition du sacré, disparition impitoyable qui fauche tout sentiment de vie, de joie et de bonheur sur son passage. La musique populaire
d'abord synonyme d'allégresse et de légèreté insouciante, fait ressentir une faille. Elle n'incarne plus rien d'autre que le vide. Tel est l'implacable théorème de Pasolini. À travers le destin de 5 personnages, une démonstration ouverte et mystérieuse en 5 corollaires distincts dont la musique nous aura donné de possibles clés de lecture. En définitive, si Emilia est le seul personnage du film à connaître une élévation d'ordre mystique qui la rapproche du sacré, le destin de la famille bourgeoise n'est que chute et dissolution. Odette sombre dans une crise catatonique, Pietro dans la marginalité artistique et Lucia dans la nymphomanie. Paolo, le père de famille qu'interprète le grand Massimo Girotti, trouve quant à lui l'aboutissement de sa crise existentielle dans le dépouillement le plus radical de tous ses biens matériels, l'abjuration de son être et de son statut social, le renoncement au pouvoir et à la propriété. En somme, un renoncement à la bourgeoisie. Alors, dans un acte sujet à la controverse et au débat, le riche homme d'affaires cède l'intégralité de ses entreprises à ses ouvriers. La fin du film fait ainsi directement le lien avec la scène d'ouverture. Flash forward tourné caméra épaule dans un style reportage télévisé qui montrait une équipe de journalistes interviewer un groupe d'ouvriers au sujet de cette donation. Symbolique mais faussement généreux, le geste de Paolo, en même temps qu'il étouffe la possibilité d'une révolution ouvrière, marxiste, scelle le destin de ces prolétaires, fait d'eux de futurs bourgeois corrompus par le capitalisme. En somme, à travers la mise à nu aussi radicale que métaphorique de son personnage, Pasolini soulève cette problématique qui le taraudera jusqu'à la fin de sa vie, l'uniformisation de la société italienne sur le modèle bourgeois. Puis, par le biais d'un remarquable raccord visuel, purement cinématographique, Paolo est transporté de la gare de Milan aux confins d'un désert aride et hostile où aboutira sa longue errance vers le néant. Également présent dans l'Évangile selon saint Matthieu, Oedipe roi, Porcherie, Médée et les 1001 nuits, le désert s'impose comme un lieu emblématique et hautement symbolique dans l'œuvre de Pasolini. Aux yeux du cinéaste, le désert représente une sorte d'incarnation de l'absolu, un espace mythique aux dimensions infinies, un espace hors du temps, un espace hors de l'histoire. Sorte de retour de l'être humain à un état brut et naturel, le désert constitue dans Théorème une antithèse des plus radicales par rapport au monde bourgeois. Il est l'espace de la perte de soi, l'image de l'anéantissement de l'homme, une matérialisation physique et abstraite du néant. Mais il est aussi un espace funèbre et sacré, comme l'indique la résurgence des premières mesures du Requiem de Mozart. Cette sacralité mortuaire du désert, Pasolini l'avait par ailleurs déjà souligné aux premières minutes du film lorsqu'il citait ce verset évocateur de l'Exode biblique. Dieu fit alors faire au peuple un détour par le chemin du désert. À l'austérité solennelle de la musique de Mozart répond le hurlement à la fois tragique et mystérieux de Paolo. Expression de l'insoutenable sentiment de vacuité dont souffre l'homme moderne, ce hurlement, nous dit Pasolini, est destiné à résonner pour l'éternité.